Et à présent, Olivia, finit donc la grande table et bienvenue au club. Avec un nouveau nom, avec de nouvelles voix, avec une nouvelle émission. Bienvenue au club. En effet, quelle pièce, quel film, quelles expos allez-vous voir? Après la parole des artistes et un grand entretien jusqu'à 12h30, rendez-vous avec vous Thomas Cluzel pour le journal à 12h30, puis place au livre et à la discussion. Vous aimez bouquiner, vous aimez partager autour de vos plaisirs de lecture, écouter les écrivains, vous parler de la fabrique d'un livre, de leur source d'inspiration. Rendez-vous désormais à 12h55 du lundi au vendredi pour fêter le livre sous toutes ses formes dans le book club de Bienvenue au club. On est ensemble jusqu'à 13h30 et ça commence ici. France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bienvenue au club ouvre ses portes sur un tout nouveau générique électropop signé Mirwais, musicien avant-gardiste, ex-Taxi Girl, compositeur. C'est en écrivain que Mirwais revient aussi en cette rentrée avec un roman d'anticipation chez Séguier, Les Tout-Puissants. On le recevra bientôt pour en parler. Bonjour à tous. Pour l'heure, c'est l'écrivain Yannick Enel qui est le premier invité de notre grand entretien, auteur du Trésorier payeur chez Gallimard. L'occasion d'une réflexion aussi sur le pouvoir de l'argent et le sens du don. 12h50, le book club. Sébastien Thème nous parlera des romans les plus attendus de cette rentrée. Charles Dantzig, des liaisons heureuses entre les écrivains et la radio. Et notre invitée, Amélie Nothomb, nous dira ce qui a inspiré son livre des sœurs, publié chez Albin Michel. Oriane Delacroix et Henri Leblanc avec Laura Dutèche-Pérez et Didier Pinault ont programmé et préparé cette émission réalisée par Thomas Beau, Bienvenue au club, publié chez Gallimard, proche de Philippe Sollers, son éditeur, auteur de Yann Karski, prix Interallié en 2009, ou encore de Tiens ferme ta couronne, prix Médicis il y a 5 ans. Notre invité a suivi et raconté aussi dans Notre solitude le procès des attentats de janvier 2015. Aujourd'hui, il en revient plutôt en fait au roman avec le Trésorier payeur chez Gallimard, portrait d'un banquier pas comme les autres. Bonjour à vous Yannick Enel. Bonjour. Bienvenue au club. Est-ce que vous faites partie, vous, de clubs virtuels, des clubs d'amoureux de la littérature, des clubs de pessimistes, des clubs de gourmands? Alors, oui, sans doute, le club de ceux qui ont la foi dans la littérature, le club de ceux qui pensent que la littérature est l'autre nom du feu, le club des ardents, voilà, le club des ardents. Avoir foi en la littérature, c'est avoir foi en quoi? En la vie? Oui, mais c'est aussi penser intimement que le langage possède une dimension intérieure. Et que dans cette dimension intérieure, il y a un trésor, il y a une richesse, il y a une abondance. Et que tout ça a à voir avec les nuances, avec l'érotisme, avec quelque chose qui ne cesse de se consumer et qu'on ne peut pas souiller, voilà. Vous vous sentez plus riche, vous, Yannick Enel, intérieurement, après l'écriture d'un roman, ou au contraire, vous avez le sentiment de vous être délesté de quelque chose qui vous habitait trop follement, trop puissamment? Non, je me sens de plus en plus riche. Il y a une phrase dans la correspondance de Rimbaud où il dit « Je suis 1000 fois le plus riche ». Quand on sait qu'il n'avait rien dans les poches, c'est assez paradoxal. Mais non, je sens que la chose à laquelle je m'initie sans cesse, en écrivant, en pensant, en aimant, c'est cette richesse paradoxale qui n'a rien à voir avec l'économie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on possède, mais qui relève de quelque chose, je dirais, de spirituel, au fond, d'un amour du temps, voilà, d'entrer de plus en plus profondément dans quelque chose qui nous déborde à chaque instant, qui est la poésie peut-être. Et donc écrire des romans, pour moi, c'est pas seulement raconter des histoires, évidemment, c'est me rendre disponible à cette espèce de méditation bruissante, presque silencieuse, comme quand on se penche, vous voyez, sur une rivière, enfin, sur un fleuve, où on est au plus près de l'insaisissable. Voilà. C'est presque un exercice spirituel, ouais.
Aujourd'hui, vous avez rejoint notre club, le tout Oui. premier book club de France Culture, mais vous avez aussi rejoint en publiant pour la rentrée littéraire le club des écrivains qui régulièrement font la une de l'actualité des livres en publiant en cette rentrée. C'est un moment important pour un romancier, la rentrée littéraire, où c'est un moment où on est complètement perdu, aussi un peu égaré, à se demander si on va trouver son chemin, ou plutôt si le livre qu'on a porté va trouver ses lecteurs. Je vous disais que j'ai la foi, c'est-à-dire j'ai pas spécialement la foi en moi, enfin j'essaye, mais j'ai la foi dans la littérature elle-même et dans le livre. Enfin, j'ai envie de le porter comme quelque chose à quoi je crois. La rentrée littéraire, c'est évidemment très étrange, enfin, mais c'est quand même le moment, en tous les cas en France, où beaucoup de gens s'intéressent aux publications dites littéraires. Donc je crois que c'est une fête. Voilà. Et Le Trésorier payeur, votre nouveau roman, Yannick Enel, qui paraît chez Gallimard, est un grand cru, avec un héros dont vous avez choisi de camper le portrait dans ce livre. Le héros de ce nouveau roman, il va lui intégrer, non pas le book club de France Culture, mais la confrérie des Charitables de Saint-Éloi. Il s'appelle Georges Bataille, comme l'auteur du Bleu du ciel. De qui s'agit-il ? Alors c'est effectivement, il a le même nom que l'auteur de... que l'auteur de La part maudite, parce que Georges Bataille a écrit un livre sur l'économie, un livre paradoxal, dans les années 40, où il expliquait en gros de manière scandaleuse et merveilleuse que le cœur de l'économie, c'est pas l'épargne, pas du tout, c'est la dépense, la prodigalité. Et j'ai imaginé, comme ça, dans une sorte d'illumination, peut-être un peu farfelue, mais très sérieuse aussi, j'ai imaginé de placer quelqu'un qui serait un peu Georges Bataille, mais dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, à la Banque de France. C'est-à-dire dans une banque qui n'est pas une banque de profit, mais une banque d'analyse, et de mettre quelqu'un comme lui, d'un peu anarchiste, de très poétique, au cœur même, dans le réacteur atomique, si je puis dire, de ce qu'est l'économie, de ce que pourrait être la dépense. Ce serait un banquier un peu... Je parlais de Rimbaud tout à l'heure, c'est Rimbaud chez les capitalistes, enfin, quelqu'un qui serait plutôt du côté de l'idée de vider les coffres. Ouais, il est un peu comme vous d'ailleurs, ce personnage de banquier à la fois illuminé et très sérieux aussi dans son envie presque de tuer l'argent, hein. Cette réflexion que vous ouvrez aussi Ouais. sur le pouvoir de l'argent et le sens de la dépense. La genèse de ce roman, il faut peut-être y revenir. Il vous a été fait l'invitation en 2015 par la commissaire Léa Bismuth, et vous le racontez, de venir exposer autour de la notion de dépense chère à l'écrivain Georges Bataille dans cette ancienne succursale de la Banque de France, à Béthune. Dans Béthune, d'ailleurs, il y a... Le mot thune, mais Oui, j'ai oui. mis 2-3 ans à m'en rendre compte, figurez-vous. Et cette ancienne succursale, elle a été transformée en centre d'art. C'est une situation d'ores et déjà romanesque, hein, cette invitation qui vous a été faite. Ah, mais c'était incroyable parce que je raconte ça, enfin, la transformation de la banque en argent, ça en dit long, enfin. Mais surtout ce jour-là, puisque le centre était encore en chantier, il y avait la ruine de la banque, il y avait les décors merveilleux en marbre, les guichets, les choses pour peser l'argent. Mais surtout, j'ai vu ce jour-là une maison, comme dans Hitchcock, comme dans la maison du docteur Edwards, une maison stupéfiante, qui semblait avaler la banque, qui était là à 1 mètre, à 1,50 m. J'ai eu une espèce de coup de foudre pour cette maison et j'ai posé des questions. On m'a dit c'est la maison du trésorier payeur. Le mot trésorier payeur me semblait étrange, presque poétique, bizarrement. Et surtout, on a ajouté ce jour-là, on m'a dit, mais vous savez, cet homme était très étrange. Il avait creusé un tunnel entre sa maison et la salle des coffres de la banque. J'y ai pas cru. Mais surtout, j'ai vu un roman, comme dit Balzac. Enfin, j'ai tout de suite vu le roman. J'ai été émerveillé par cette idée de rite sacré éventuel, ou païen, ou je ne sais quoi, qui se passait entre la salle des coffres et la maison de cet homme. Et je me suis mis à écrire, voilà, évidemment.
Il y a des Oui, et tunnels. si cette histoire est vraie, pourquoi un tunnel? Pourquoi ce trésorier payeur aurait creusé un Alors, tunnel? cette Pas pour histoire, aller plus vite à cette son histoire bureau, est vraie parce que mais j'ai la photo. ouais, Je du ne peux pas vous la tunnel, montrer. Alors, le tunnel qui est en noir muré et blanc. depuis, Hein. Ouais. mais je me suis dit que c'était à moi de traverser le mur, enfin, de raconter cette histoire, enfin, de cet homme bizarre, étrange. Et j'ai arrêté de me documenter assez vite. J'ai préféré entrer dans le tunnel moi-même, c'est-à-dire faire de la fiction. Voilà le tunnel de ses obsessions, hein, dites-vous. Et c'est un véritable labyrinthe qui s'ouvre à vous à ce moment-là. D'où un roman à clé. Oui, à clé, je sais pas. Oui, pour ouvrir tous les tunnels du monde. Mais en tous les cas, je l'ai situé à Béthune. Et il se trouve que, comme je viens d'une famille de mineurs, mais alors du côté de la Lorraine, j'étais très requis par l'idée d'aller, grâce à ce tunnel, grâce à la littérature, rouvrir les mines. Enfin, puisque vous savez que dans ces territoires-là, à Béthune, dans le nord de la France, il n'y a plus que les terrils. Enfin, la fermeture des mines a été un désastre. Et entre les mines fermées, entre le grand Emmaüs, le plus grand de France, qui est là-bas à Béthune, je suis tombé dessus, et la Banque de France, j'ai commencé à voir dans ce triangle se dessiner quelque chose sur le capitalisme, que j'ai voulu explorer. Alors justement, quand vous commencez un roman, Yannick Enel, est-ce que vous avez aussi le sentiment, vous, d'entrer dans un tunnel dont vous ne voyez pas le bout au début, et tant mieux? Est-ce que vous avancez parfois dans le noir et c'est ce qui vous plaît? Ou est-ce qu'au contraire, avant d'attaquer le roman, vous avez besoin de savoir parfaitement où vous allez, de voir la lumière au bout du tunnel? Alors c'est étrange parce que je crois que je savais qu'il y avait une lumière, mais je ne la voyais pas. Ouais. Je pense que la catabase, enfin la descente dans les entrailles du monde, en l'occurrence là, dans les entrailles de la banque, enfin, dans les grottes, parce que ce personnage est obsédé par Lascaux, il est tellement fêlé, tellement dingue, enfin gentiment dingue, qu'il voit les chevaux de Lascaux tout au fond de la Banque de France. Mais je pense que c'est nécessaire au fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas évidemment, il n'y a pas de quête de lumière sans traverser des ténèbres, mais c'est vrai que je ne savais pas du tout où ça allait mener. C'est une expérience d'écriture et c'est comme ça que je conçois le roman, enfin les romans. Je pense que ça vaut le coup encore aujourd'hui d'écrire des romans comme l'ont fait Musil, Nabokov, Beckett et les autres, parce que précisément pour cet inconnaissable-là, pour cet irracontable-là, aller vers quelque chose d'absolument irracontable, qui déborde la société. Ce qui est le propre des 3 A, hein, d'être presque irracontable. L'amour, Ouais. l'art et l'argent. C'est peut-être les points communs entre ces 3-là. Vous avez raison, je ne me l'étais pas formulé comme ça. Du coup, je suis allé vers l'argent, effectivement, parce que je me suis dit qu'on n'y échappe pas de toute façon, et que c'était un peu quand même l'autre nom de la société, qu'il fallait qu'un jour je m'y mette, que j'arrête de raconter des histoires seulement de poètes presque clochards, et que je me pose la question très concrète de savoir s'il existe une part en nous irréductible au capitalisme, une part où l'argent ne nous définirait pas. Et, pardon. Et cette part d'indemne, eh ben, je l'ai attribuée paradoxalement à cet homme qui travaille dans l'argent, à un banquier. Je voulais voir, par cette fiction, si quelque chose subsistait en chacun de nous, comme ça, de ce feu dont nous parlions tout à l'heure, de ce feu de l'esprit, ce feu intérieur. Et un banquier, c'est pas très sexy a priori. On voit mal les mystiques en costume cravate ou les poètes allant à leurs horaires de bureau. Mais finalement, c'est aussi ça la vie. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une expérience intérieure? Donc j'ai lancé cet homme, ce poète caché, très sérieux, s'occupant de la banque et s'occupant surtout très vite, parce qu'il est philosophe de formation. Il a choisi au début des années 90, même un peu avant, au moment où le néolibéralisme arrive et va tout engloutir, il choisit d'abandonner ses études de philosophie, où il voit l'absolu, pour un autre absolu dont il sent bien qu'il est assez terrible, mais qu'il va falloir endurer de près, qui est l'économie, disons. Il fait des études de commerce, et il se retrouve à la Banque de France. Et là, il va se retrouver dans le nord de la France à s'occuper des surendettés, figurez-vous. Il va découvrir en lui quelque chose de plus grand que toutes ses vocations, plus grand que la philosophie sans doute, qui est la charité, qui est la caritas, voilà, l'amour sans destination, l'amour inconditionnel, l'amour sans réticence, pour des gens qu'on ne connaît pas,
la Caritas. Et il va aider dans le nord de la France des gens à faire leurs dossiers, des insolvables comme on dit. Il va les héberger même chez lui, parce il déborde au fond. Je pense que l'arrivée de la charité dans une vie, qu'on croit ou pas, d'ailleurs mon personnage n'est pas spécialement, il n'a pas la foi catholique, la foi chrétienne, mais la charité l'emporte complètement. Il sent bien que quelque chose dans la gratuité est beaucoup plus beau, plus fou que l'argent. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, mais c'est vrai que quand vous dites au début un banquier, c'est pas sexy. Si, Oui. ça peut l'être, d'autant Oui, plus que bien sûr. celui-ci est doublé de beaucoup d'autres qualités ou autres casquettes. C'est effectivement un banquier philosophe, un banquier anarchiste façon Pessoa, un banquier mystique qui croit qu'une force le dépasse, peut l'habiter et le conduire à repenser ce monde dans lequel on habite. Pourquoi votre jeune héros va-t-il décider d'abandonner la philosophie pour l'économie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez comme lui, Yannick Enel, qu'on ne peut pas comprendre le monde, la marche du monde, si on ne comprend pas l'économie? Vous savez, je me suis, je me suis dépensé à essayer de comprendre, depuis la crise des subprimes, ce qui était quand même un événement stupéfiant, de se servir de la dette des pauvres, pour enrichir les banques, si je puis dire. J'ai essayé de comprendre. J'ai bien peur de ne toujours pas comprendre, mais il n'empêche que je m'y suis consacré. Et puis aussi, c'est un territoire que peut-être le roman peut écouter, en fait. Par la fiction, on entend des choses qu'on ne comprend pas ailleurs. Cet homme choisit effectivement à un moment de bifurquer parce qu'il pense que la philosophie ne fait que se répéter, en fait. L'histoire de la philosophie est close en un sens. Et ce jeune génie, parce qu'il a un côté comme ça un peu génial, un peu tout fou aussi, il a bien conscience que le néolibéralisme est en train de devenir une puissance quasi démoniaque qui va manger le langage, qui va réduire la philosophie. Et du coup, au grand scandale de ses copains, d'Hippocagne et de Cagne, il s'inscrit en école de commerce, qui est un geste presque politique, juste après la chute du mur de Berlin. Oui, et pendant ce stage qu'il fait à la Banque de France, il va avoir une révélation, votre banquier un peu illuminé, le jour où il visite le coffre-fort de la Banque de France et ses réserves d'or en compagnie de Ronald Reagan. Absolument. Il se trouve que, quand on écrit un roman, on s'amuse aussi. Il y a un grand jeu avec les archives, avec les documents, avec l'invention. Et je me suis aperçu qu'à ce moment-là, j'ai donné mon âge à ce jeune homme. Et donc, à 20 ans, en 87, pour un stage d'été, je me suis aperçu que Ronald Reagan était à Paris. Il venait d'échapper à un attentat. Et j'ai imaginé, ça je sais qu'il ne l'a pas fait, j'ai imaginé que Reagan et son épouse Nancy et toute la CIA autour de lui allaient visiter, vous savez, à 30 mètres sous terre, dans le 1er arrondissement, la salle des coffres de la Banque de France où sont entreposés les lingots d'or. Parce que Reagan est quelqu'un de décomplexé sur l'argent. In God we trust. Et il veut voir les lingots. Et là, c'est une scène comme ça de protocole, de cortège, où on entre sous terre et où on va assister. J'ai imaginé quelque chose qui serait comme une vérité occulte du capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme comme religion. D'un coup, j'ai imaginé, c'est une farce, mais c'est aussi là, une chose terrible. Reagan, c'est les gens du département d'État en train de célébrer les lingots d'or. Il y a une pyramide d'or et il se passe les lingots. Le narrateur comprend que l'économie non seulement mène le monde, évidemment, mais que quelque chose d'une vérité païenne s'y déploie, que c'est une chose qui va remplacer le destin du monde. Et c'est là qu'il comprend que on pourrait se cacher, ne pas y penser, mais lui, il préfère être au plus près de ça pour essayer d'agir. D'autant qu'il comprend assez vite, et notamment à Béthune, où il va aller en poste ensuite, que la crise n'est pas une notion abstraite. Vous l'écrivez, personne n'a d'argent ici. Alors vous imaginez les ravages que produisent les établissements de crédit. Il va ensuite s'occuper des dossiers de surendettement. Et cette histoire que vous inventez, ce portrait de ce trésorier payeur que vous avez imaginé, Yannick Enel, résonne aussi tout particulièrement avec l'époque aujourd'hui. C'est un roman, mais on est quand même aussi entre le traité de philosophie
et le livre d'économie. Yannick Enel est aujourd'hui notre invité. France Culture, il est 12h21. France Culture, bienvenue au club. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought just stick to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. So I cry, I pray, and I beg. I pray and I beg. Say that you love me. Go on and fool me. Pretend that you love me. Say that you need me. Lately I have desperately pondered, spent my nights awake, and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not lead to solution. I will end up lost in confusion. I don't care if you really care, as long as you don't go. So I cry, I pray, and I beg. I pray and I beg. Say that you love me. Go on and fool me. Pretend that you love me. Say that you need me. La Belge, c'est la suite pour cette reprise des Cardigans de 96, Love Fool, dans Bienvenue au club. Aujourd'hui, elle sera en concert le 13 octobre à Bruxelles, chez elle, dans son pays, puis le 20 à Lille, en France, après le 9 septembre à Talence, et le 10 septembre, invité d'honneur de la nouvelle fête de l'humanité à Brétigny-sur-Orge. Love Fool, comme notre invité Yannick Enel, aujourd'hui romancier, qui publie en cette rentrée Le Trésorier payeur chez Gallimard. La vraie richesse est sexuelle, car en elle tout se dépense, note votre banquier philosophe Yannick Enel. L'érotisme, c'est l'approbation de la vie jusqu'à la mort, disait le vrai Bataille, auquel vous avez emprunté le nom pour le donner à votre héros dans ce nouveau roman aujourd'hui. La vraie richesse est sexuelle ? Je le crois. Parce qu'on dépense sans compter ? Mais je pense que les lieux dans notre vie où l'on dépense sans compter sont très rares. Le soleil brille sans compter, mais il est seul dans l'univers. Nous, je pense que les êtres humains, on est ralentis, on est freinés par le calcul sans cesse. Je pense que c'est l'un des rares lieux où plus rien ne compte, où le chiffre s'arrête, ça doit être sans doute, je crois. Enfin, j'y crois, voilà. L'étreinte, le moment amoureux, l'érotisme. Tout mon livre, tout le roman, c'était l'intuition que j'avais, était fondé sur ce moment, vous savez, juste quand on arrête le travail le soir, vers 17h ou plus tard, ça dépend, où on ferme, le banquier ferme la banque, il traverse la place de Béthune, et il rejoint sa femme. Il va la chercher à son travail. Elle est dentiste et il l'attend dans la salle d'attente. Elle a encore un dernier patient. Et j'ai imaginé ce premier baiser de la journée,
le premier baiser après le travail. Vous vous souvenez, dans L'homme qui aimait les femmes de Truffaut, il y a cette phrase géniale où il dit on a inventé le travail parce qu'on ne peut pas faire l'amour tout le temps. Et ce banquier, voilà, c'est quand il embrasse sa femme dentiste, Lilia Misaki, tout le roman sort de là, en fait. La vraie richesse, elle est là. Il arrête de compter. Les chiffres s'arrêtent au moment où il embrasse sa femme. Voilà, le mal qui nous ronge, c'est l'argent, la finance, cette nouvelle religion qui nous ruine, et l'amour, le désir, peut-être ce qui va nous sauver, Yannick Enel. Quels sont les livres qui ont nourri ce roman? Il y a évidemment ceux de Georges Bataille. Vous êtes un grand lecteur de Bataille, vous l'avez confessé dans votre récit. Je cherche l'Italie, où on vous voit lire d'ailleurs les œuvres complètes de Bataille à Florence. On va, nous, dans une vingtaine de minutes, ouvrir à deux, avec Sébastien Thème, les portes du tout premier book club de France Culture pour partager nos plaisirs de lecture. Pour ce premier rendez-vous de la saison, on a convoqué, invité l'une des grandes romancières, les plus populaires peut-être de cette rentrée, Amélie Nothomb, qui viendra accompagnée de sa sœur Juliette, également auteure. Et un nouveau roman, donc très attendu, Le Livre des Sœurs, un roman attendu dans une rentrée littéraire qui compte un petit peu moins de 500 sorties. Sébastien Thème. 490. 490. Bonjour Comment Olivia. s'y retrouver? Bonjour. Oui, les auditeurs et les auditrices nous ont confié les livres qu'ils attendaient en cette rentrée littéraire. J'ai rassemblé tout ça, on fait le point tout à l'heure. On évoquera aussi la série Netflix La Chronique des Bridgerton, une adaptation réactualisée de Jane Austen. Et puis un fan d'Amélie Nothomb nous confiera quelques souvenirs avec elle. Je rappelle, notre hashtag c'est Book Club Culture, notre compte Twitter Bienvenue au Club et notre Instagram @bookclubfc. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et vous, Yannick Enel, vous présentez ce roman, Le Trésorier payeur, comme une biographie imaginaire de Georges Bataille en banquier anarchiste. Vous vous référez à lui, vous marchez sur ses pas. Bataille qui avait écrit un grand livre sur ce monde insensé de la dépense, de l'économie, du capitalisme, la part maudite que vous avez évoquée. Vous en reparlerez en bonne compagnie avec des écrivains aussi, Lydie Salver, Pierre Michon. Ce sera à l'occasion des 17e rencontres de Chaminadour, rendez-vous des amoureux de la littérature aussi, qui se tiendront du 15 au 18 septembre à Guéret, dans la Creuse. Vous reviendrez sur l'influence de cet auteur, de cet écrivain, sur vous, sur votre parcours, sur votre matrice. On vous dit à bientôt alors. Écoutez, venez, vous êtes Venez. les bienvenus. Rendez-vous Bienvenue à cet Chaminadour. autre club qu'est Chaminadour. Merci beaucoup à vous, Yannick Enel, d'avoir inauguré ce premier Merci. rendez-vous, cette première émission de Bienvenue au Club. Et je rappelle que votre nouveau roman, Le Trésorier payeur, est à retrouver chez Gallimard dans la collection L'Infini. Je déflore peut-être un petit secret, mais il fait aussi partie de la toute première sélection, la sélection de la rentrée France Culture, l'Obs à retrouver. Merci Yannick Enel. Merci à vous.